Bonjour Stéphane, comment vas-tu? Bonjour Patrick, je vais très très bien. Il fait beau, il fait chaud. Alors Stéphane est à Bali, moi je suis actuellement dans le sud de la France et nous allons vous parler aujourd'hui de la maison idéale à Bali. Alors comme on l'avait déjà exposé, Stéphane est un spécialiste du marché immobilier de Bali. Il vit sur Bali et il fait de l'immobilier sur Bali depuis plus de 10 ans et il vit en Indonésie depuis 17 ans. Et donc il a une connaissance et sa curiosité l'a amené à s'intéresser à différents types de villas anciennes et modernes sur Bali. Stéphane, donc notre question c'est quelle est la villa idéale sur Bali? Alors, la villa idéale sur Bali, bien entendu, est une villa qui est de type balinais, c'est-à-dire que c'est une villa qui est composée en fait en architecture de plusieurs bâtiments séparés, qui sont tous normalement ouverts sur l'extérieur. C'est la raison pour laquelle vous voyez par exemple ce qu'il y a derrière moi, c'est beaucoup de baies vitrées, puisque le type de la maison balinaise, c'est une maison qui est tournée vers l'extérieur. Alors après, il y a eu des aménagements qui ont été faits par rapport au niveau de confort qui est attendu par les expatriés. Stéphane, d'un point de vue pratique, tu m'as souvent fait le distinguo entre la villa pour investir et la villa pour habiter, bien que nous savons tous deux, et ceux qui nous regardent aussi, qu'un certain nombre de personnes louent une villa pour investir, mais viennent l'occuper de temps en temps. Mais quelles sont les différences à ton sens? Quelle est la différence entre une villa pour investir et une villa pour habiter à l'année sur Bali? Tout d'abord, il va y avoir forcément pour vivre à l'année la question de l'éducation des enfants si vous avez des enfants. Donc il va falloir forcément que votre villa soit à proximité d'une école internationale, pas très loin d'un hôpital également, pour essayer de répondre à des questions d'urgence si ça se présente. On va avoir aussi la proximité des supermarchés, des restaurants, ce qui est vrai aussi pour la location, mais ce qui est vrai aussi quand on est résident, parce que finalement on s'aperçoit que sur Bali, on fait pas beaucoup la cuisine. C'est réservé aux gens qui sont un petit peu passionnés comme nous les Français, où on aime bien cuisiner, donc il nous faut effectivement des cuisines qui sont bien équipées, comme on le voit derrière moi. Et après, par la suite, on va retrouver, on va dire, le cadre typique de la maison balinaise, qui est en fait généralement des bâtiments séparés qui sont autour d'une piscine et autour d'un jardin. C'est généralement ce qu'on va trouver en termes de villa. Alors les matériaux ont changé avec le temps. On a pu trouver auparavant des toits en paille de riz, ce qu'on appelle le halang-alang. On trouve aujourd'hui des matériaux qui sont plus durables. On a eu des tuiles et aujourd'hui du goudron qui sont en fait sur les toitures, qui est beaucoup plus imperméable, puisqu'il ne faut pas oublier que sur Bali, on a effectivement deux saisons. On a une saison sèche et une saison des pluies. Donc la toiture est quelque chose d'important. C'est la raison aussi pour laquelle il faut essayer d'éviter d'avoir des toits plats, et il vaut mieux avoir des toits en pente. Ça, on parlera effectivement par la suite du style de maison, puisque ça fait partie aussi de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. On va donc s'attarder sur la maison pour y vivre à l'année. La maison pour vivre à l'année, donc on a effectivement des bâtiments séparés, mais avec la possibilité de fermer le séjour complètement et éviter d'avoir un séjour ouvert, puisque quand on vit à l'année, on a plutôt envie de passer du temps dans son séjour et de ne pas être embêté forcément par les insectes qui peuvent être un petit peu ennuyeux la nuit. Et on veut bien entendu utiliser la clim plus régulièrement que ce que ferait un touriste. Alors, effectivement, toutes ces caractéristiques, ben, je les ai vues chez toi. Et d'un point de vue pratique, maintenant, concernant la maison pour investir, tu m'as souvent dit qu'il fallait que les gens aient ce que je pourrais appeler un effet waouh, qu'ils soient surpris, qu'ils trouvent ça joli, que c'était important pour une maison pour investir. Ça ne suffit pas. Mais il faut que la maison soit très jolie et présentable sur Instagram et sur tous les supports. C'est c'est un équilibre qui est pas forcément facile à trouver. Effectivement, il faut qu'il y ait un effet waouh. La piscine fait partie de la vie à Bali puisqu'on a la chance de pouvoir se baigner toute l'année. Il faut qu'il y ait un effet waouh et il faut qu'il y ait effectivement
je dirais, de la verdure. C'est-à-dire qu'on peut le voir, on est ici dans une maison qui est très moderne, mais on a quand même effectivement de la verdure et c'est bien vert tout autour, parce que c'est tropical et ça, en fait, ça respecte, on va dire, l'esprit balinais. Et après, on va se retrouver avec une vie qui est à moitié à l'extérieur, à moitié à l'intérieur. Ça, c'est très important de l'avoir. Après, il est clair que ce qu'on a vu dernièrement en termes d'architecture, on a vu beaucoup de villas dernièrement de type méditerranéen, voire de type Ibiza ou mexicain. Ça, c'est un peu dommage parce qu'on ne retrouve pas forcément le côté bâtiment séparé à l'indonésienne et à la balinaise. Et je pense que c'est ça qui fait que les villas qui respectent, on va dire, ce schéma traditionnel balinais ont un succès auprès des locataires qui est des locataires de courte durée pour la saisonnalité qui marche un peu mieux. Donc il y a l'effet waouh et il y a aussi l'effet où ça ressemble à et que ça reste en fait de la maison balinaise. Oui, ça soit inspiré par la maison balinaise. On s'aperçoit d'ailleurs dans tous les gens qui nous contactent qu'ils ne comprennent pas trop pourquoi il y a des maisons style Ibiza à Bali. Bon, mais c'est aussi un phénomène d'internationalisation, de mondialisation. En Thaïlande, il y a des maisons de style balinais. Preuve en est que la maison de style balinais a son succès. Et effectivement, quand les inspirations d'origine sont respectées, on a vraiment l'impression que ça plaît plus aux gens qui viennent les louer. Alors, tu as évoqué, Stéphane, les différents styles, l'évolution à travers le temps. C'est un phénomène important, hein. On peut se rappeler, pour les plus anciens, qu'à Bali, à la fin des années ou au début des années 90, il y avait énormément de maisons en bois. On est passé à des techniques, on va dire, plus modernes. Alors je ne sais pas si c'est plus efficace, mais peut-être plus rapide à faire. Dis-moi comment tu vois cette évolution des années de la maison en bois à ces maisons maintenant, comment dirais-je, hermétiques pour la climatisation et plein de baies En vitrées. fait, ce qui a beaucoup changé, c'est surtout au niveau des toitures. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait soit des toitures en paille de riz, ce qu'on appelle le alang-alang, ou alors on avait des toitures en tuiles naturelles. Par contre, le problème que ça posait, c'est qu'avec les fortes pluies qu'on avait, on avait souvent des problèmes d'étanchéité dans les maisons. Aujourd'hui, on préfère, on va dire, un emploi de tuiles bitumées, tuiles bitumées et goudronnées pour que ça puisse amortir le bruit de la pluie et que ça puisse éviter ce qu'on appelle les remontées d'eau quand il y a du vent et de la pluie. Parce qu'une tuile traditionnelle, quand il y a du vent et de la pluie, l'eau arrive à remonter dans la tuile et ça fuit dans le faux plafond. Alors que justement, aujourd'hui, on a des matériaux qui nous permettent d'avoir des étanchéités supérieures. Donc c'est pour une notion de confort, principalement, bien que la maison que nous avons à titre personnel avec ma femme, elle soit en alang-alang. Alors certes, tu me fais changer la toiture régulièrement, mais ça a son charme aussi. Alors la langue-à-langue, justement, a un côté qui est très charmant parce qu'il amortit la pluie. La langue-à-langue est un toit traditionnel en paille de riz qui amortit le bruit de la pluie. Qui ressemble un peu au toit en chaume français. Exactement, un peu, oui, exactement. Et par contre, ça a le désavantage de devoir se remplacer à peu près tous les 5 ans. Donc c'est un peu plus de travail et c'est la raison pour laquelle sur les maisons modernes comme on a ici là actuellement, on est plus sur du toit bitumé qui a l'avantage d'être plus imperméable, tout aussi silencieux, mais avec beaucoup moins d'entretien puisqu'un toit bitumé, il est capable de rester pendant 25 ans. Oui, pour se résumer, c'est la modernité pour le confort des gens qui viennent d'Europe, qui sont un peu plus douillés et qui veulent un peu plus de confort, de l'eau chaude et ainsi de suite. C'est pour ça que aussi les techniques ont évolué et peut-être aussi parce que les balinais sont de bons architectes et de bons designers et qui veulent varier les styles. Après, il faut distinguer aussi deux choses aussi en termes de villas balinaises entre les séjours à l'année et les séjours touristiques. C'est que le séjour touristique, lui, le séjour moyen, il est de 4 jours à peu près dans une villa. Les gens, en fait, changent de villa en fonction de leur séjour. S'ils ont une semaine, ils vont passer 4 jours dans une villa, 4 jours dans une autre villa. Et eux, ils vont plutôt
Voilà, dans une autre zone géographique, donc ils vont peut-être privilégier des salles de bain ouvertes ou des séjours ouverts parce que eux, ils vont être en vacances et ils vont avoir besoin d'exotisme. Ils vont avoir besoin du côté Tahiti douche où je prends ma douche en même temps qu'il pleut, où j'utilise mes toilettes sous la pluie. Ça a ce côté très charmant de Bali puisqu'il fait quand même chaud toute l'année. Mais quand on veut vivre à l'année, on n'a pas forcément envie d'avoir des salles de bain ouvertes et on va plutôt aller vers des salles de bain fermées. Maintenant, ce qu'on a constaté aussi, c'est que aujourd'hui, les touristes, qui sont beaucoup plus exigeants en termes de propreté et en termes d'insectes, parce qu'ils n'ont pas envie forcément de se retrouver avec des toiles d'araignée dans la salle de bain, quand c'est des salles de bain ouvertes, ou ils n'ont pas envie de se retrouver avec un animal de compagnie dans les toilettes. Donc du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a de plus en plus de touristes qui demandent à avoir des salles de bain fermées. Et donc nous, on s'est adapté en fait avec le marché. Et aujourd'hui, on a des types de villas qui sont mixtes en fait, c'est-à-dire qu'elles ont ce type de bâtiments séparés avec des séjours ouverts, mais qu'on peut fermer avec des baies vitrées. Ils ont des salles de bain fermées qui sont confortables. On a de l'eau chaude, de l'eau froide, et on a surtout l'utilisation de la clim qui a pris aujourd'hui son importance. Aujourd'hui, on s'est aperçu que, par exemple, sur les dernières villas qu'on a rentrées en management, au départ, elles étaient conçues pour ne pas avoir de clim dans les séjours, puisqu'on peut tout ouvrir. Et on s'est aperçu très très vite que les clients en majorité demandaient à avoir de la clim dans le séjour parce qu'ils voulaient le confort. Donc aujourd'hui, on s'adapte. Les gens deviennent de plus en plus peut-être douillets. Et puis aussi, quand on vient passer quelques jours de vacances sur Bali, une semaine, 15 jours, on n'est pas forcément tout le temps dans la maison, on sort beaucoup et donc là, le besoin de confort est différent. Il y a un autre aspect qui revient souvent dans la question des gens avec qui on est en contact et qui sont candidats à l'achat de maison, c'est la typologie. C'est un vaste sujet. Alors je sais que au fur et à mesure du temps, tu affirmes une opinion sur les une chambre et sur les deux chambres, trois chambres et sur les modèles plus grands. C'est intéressant que tu en parles. Oui, on va avoir en fait des points déterminants. La piscine, c'est quelque chose qui est quasi indispensable. Le fait d'avoir une piscine à Bali, aussi bien pour vivre à l'année que pour du tourisme, il faut en avoir une. Un jardin tropical, c'est une obligation. Donc il faut quand même avoir un peu de terrain. Je dirais aujourd'hui, les villas qui sont les plus agréables, il faut un terrain de 300 mètres carrés minimum, entre 300 et 500 mètres carrés minimum, ce qui permet d'avoir un jardin qui soit intéressant. Après, sur la typologie, on peut tout à fait démarrer avec de la 2 chambres. Il faut pas aller par contre sur de la 1 chambre, puisque si vous partez sur du 1 chambre, vous allez vous retrouver en compétition avec les hôtels et ça n'a aucun intérêt, puisque les gens viennent à Bali pas pour être dans un appartement ou dans un hôtel, mais ils viennent à Bali pour vivre avec une piscine privée et une villa privée. C'est ce qui fait la spécificité de Bali. La cuisine, il faut que ce soit une cuisine américaine généralement. On a pratiquement aucune cuisine fermée. Elles sont toutes ouvertes, comme on peut voir ce qu'il y a derrière moi. C'est une cuisine ouverte, même si elle est toute équipée, micro-ondes, four, gazinière, il y a absolument tout. Mais il faut quand même que que ça reste ouvert. Une très bonne connexion Internet, ça aussi, c'est quelque chose qui est une demande obligatoire. Il faut qu'ils aient de la fibre aujourd'hui. De la télé un peu partout, même malgré le fait que les gens ont des écrans, aujourd'hui ils veulent tous de la télé dans les chambres et de la Smart TV. Donc c'est des choses auxquelles il faut penser aussi. En termes de chambres, moi je dirais que 2 chambres c'est très très bien. Après 3 chambres, on est sur une catégorie supérieure qui est, on va dire la villa à tout faire. Et aujourd'hui sur le parc de villas qu'on manage, on s'aperçoit que les 3 chambres c'est ce qui se le loue le plus facilement. Parce qu'en fait, ça peut correspondre à 3 couples qui viennent en vacances, ou alors à 3 célibataires qui viennent en vacances, ou alors avec un couple avec 2 grands-enfants. Donc ça permet d'avoir chacun sa chambre. 3 chambres, c'est, on va dire, le côté agréable. On est en train de récupérer des 4 chambres, voire des 5 et des 6 chambres actuellement en construction, où là, c'est quelque chose qui est aussi sur un marché qui est un petit peu un marché de niche, où là, c'est carrément plusieurs familles ou plusieurs amis en famille qui vont venir tous ensemble à Bali pour louer. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer, parce que ça, c'est assez nouveau. Jusqu'à présent, on avait du 2 chambres et du 3 chambres, qui était, on va dire, la villa classique. Et aujourd'hui, on a quelques demandes en 4 et 5. Alors oui, j'ai oublié de préciser que d'un point de vue pratique, la structure que tu diriges fait donc des ventes et gère les maisons
des gens qui les ont achetés par l'intermédiaire d'Osiris Bali. Il y a aussi, par exemple, il y a des choses qui sont super importantes aussi, parce que ça fait partie aussi de la typologie de client. Le parking de la villa est quelque chose d'important. Il faut que la villa ait un parking assez conséquent, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on touche quand même une grande partie de la clientèle touristique, qui est une clientèle majoritairement de Jakarta, et donc des îles qui sont autour, Jakarta et Java, j'allais dire, de l'île de Java, Jakarta et Surabaya, où ce sont des gens qui viennent en voiture, donc il faut qu'ils arrivent à garer leur voiture. Ou alors, tout simplement, quand vous avez une 3 chambres, forcément, ça va être des gens, ça va être une petite famille, et donc ils vont avoir soit 3 scooters, soit une voiture plus les scooters, ou etc., etc. Enfin, il faut réfléchir au parking. Incidemment, là, tu nous as parlé effectivement de la typologie des touristes et que dans les touristes qui viennent faire des séjours de courte durée à Bali, il y a un nombre important de gens qui viennent de Jakarta avec de gros moyens et ils ont souvent de gros véhicules. Il faut en tenir compte dans le choix des maisons. À partir de 2-3 chambres, il faut qu'il y ait un beau parking. C'est exact. Après, aussi bien pour le résidentiel que pour le touriste, il faut qu'il y ait des restaurants à côté. Il ne faut pas que la villa soit isolée. C'est-à-dire que si vous êtes trop isolé, c'est pas quelque chose de positif. Notamment, ça c'est aussi une idée reçue, il y a beaucoup de gens qui nous disent « je voudrais être près de la plage ». Et en fait, il faut réfléchir à une chose, si vous êtes trop près de la mer, vous êtes isolé par rapport au reste des choses à voir sur l'île. Donc il vaut mieux choisir des endroits qui sont centraux, on va dire, et qui sont à 10-15 minutes de plusieurs plages ou de plusieurs points touristiques à regarder. Ça aussi, ça fait partie des choses qui sont importantes sur la typologie de maison balinaise à choisir. Alors bien évidemment, là, on est dans des généralités que tu constates au quotidien, sachant qu'il y a des gens qui aiment bien des maisons isolées, même pour habiter à l'année, on en a conscience, on le sait, ou des maisons, comme tu le disais, très près de la plage. Et dans ces cas-là, dans notre activité et notre manière de voir les choses, on s'adapte au désir de nos clients pour justement répondre à ce type de besoin. Là, nous sommes sur une description de maisons, de typologie de maisons qui correspondent au plus grand nombre. Mais il y a des possibilités sur Bali de trouver des maisons au milieu des rizières ou tout proche de la plage, n'est-ce pas ? Tout à fait. Après, c'est en fonction de vos critères, c'est-à-dire que c'est ce qui fait la différence, par exemple, entre les gens qui aiment bien s'installer au centre culturel de l'île comme Ubud, ou alors qui ont donc plus envie de se retirer vers la méditation, vers la nature d'Ubud, et qui ont envie de s'éloigner des plages. Ou alors, vous avez les gens qui veulent être plus proches des plages, les surfeurs notamment, qui ont envie de se rapprocher des plages, et qui ont envie quand même d'avoir un certain confort, puisqu'aujourd'hui, même un surfeur a besoin de son supermarché, de son fresh market et des restaurants qui sont autour, parce que ça, aujourd'hui, ça fait partie de la vie et ça fait partie des choses que les gens demandent, aussi bien à l'année qu'aux touristes. Ça traduit l'élévation du niveau de vie dans le monde occidental, et pas que d'ailleurs. Et donc on est de plus en plus exigeant et on veut bien la nature et la liberté, mais à condition d'avoir des bouteilles de bière au frais, d'avoir la clim et regarder Netflix. Bon, c'est le monde dans lequel on vit et donc il faut essayer de s'adapter à tout ça. Et puis ceux qui veulent des choses beaucoup plus isolées, ça existe aussi, hein. Stéphane s'est occupé de restaurer une maison dans une zone qui est relativement isolée, mais il y a aussi un type de clientèle là-dessus. Mais après, on part sur des segments beaucoup plus étroits pour du locatif. Et je dirais que le danger, d'après nos différentes expériences, c'est de vouloir... C'est difficile de trouver quelque chose qui va nous plaire pour habiter à l'année, toute l'année, et d'avoir quelque chose qui va pouvoir se louer. On peut avoir quelque chose qui soit à orientation locative, qu'on occupe quelques semaines par an. Par contre, si on veut y habiter à l'année, c'est quand même d'autres critères que Stéphane évoquait tout à l'heure, sur lesquels je ne vais pas revenir. Oui, tout à fait. Je pense que le conseil professionnel qu'on peut donner à tous nos clients, c'est de dire, si vous voulez vous installer, il faut vraiment privilégier la proximité de l'école internationale ou des hôpitaux. Il ne faut pas se retrouver à 45 minutes, 1 heure d'un hôpital, parce que s'il se passe quelque chose, c'est un peu gênant. Donc il faut privilégier des endroits qui soient quand même assez centraux.
Voilà, en fonction de vos critères, il faut s'adapter. Et souvent, ce que tu dis, Stéphane, c'est qu'il y a des gens qui veulent acheter une maison pour louer et l'occuper plus tard. Euh, Tu leur dis peut-être que le plus tard, dans 6 8 ans, vous allez revendre la maison parce que vous allez avoir des besoins qui sont différents pour une optimisation de rentabilité locative et ainsi de suite. Voilà, c'est ce qu'il faut. Ben, c'est un peu comme le choix d'un véhicule. C'est-à-dire que c'est bien, voilà, on se dit on voudrait un véhicule qui soit un couteau suisse et qui soit capable de tout faire, alors qu'en fait on s'aperçoit qu'il faut en fait répondre à votre besoin du moment. Si vous avez effectivement l'envie de vous installer sur Bali d'ici 5-6 ans et que vous voulez faire du revenu locatif, ben, il vaut peut-être mieux prendre un bien qui soit parfait pour le revenu locatif pendant 5-6 ans et au bout de 5-6 ans le revendre pour pouvoir s'acheter quelque chose en zone résidentielle pour avoir le côté résidentiel. Ça, c'est un très bon conseil, Patrick. Ça, c'est vraiment un très bon conseil. Et ouais, je rajouterais en plus qu'en 5 6 ans, des fois on change, et puis quand on change de mode de vie, eh ben, on a des critères qui deviennent différents. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? On a parlé donc de l'évolution des styles des villas, de leur adaptation aux besoins de confort moderne. On a parlé de la typologie. On a parlé, donc effectivement, on a fait le distinguo entre investir et y habiter à l'année, y vivre à l'année. On ne parle pas des zones parce que là, on est centré sur les villas, mais effectivement, il y a des zones qui sont plus ou moins adaptées quand même à des styles de vie, à du locatif, et des zones qui sont beaucoup plus résidentielles. Voilà. Concernant les, la demande actuelle de villas, qu'est-ce que tu constates? Je dis bien actuelle. Ben, en fait, tu abordes tu abordes un sujet qui est très intéressant parce que là, ça concerne réellement la villa. On s'est aperçu en fait que depuis 2023, en fait, depuis que Bali a repris du poil de la bête en termes de construction et de visite, on s'est aperçu qu'en fait, il y a eu beaucoup d'Européens qui sont venus. Ils sont tous venus avec une idée méditerranéenne, c'est-à-dire qu'ils sont tous venus en train de construire des villas méditerranéennes ou mexicaines. Et on s'aperçoit en fait que ça correspond pas à la demande de nos clients, c'est-à-dire de la clientèle de location par exemple, ou même de la clientèle d'achat, parce que finalement les gens qui veulent s'installer à Bali ou qui veulent faire du revenu locatif, ils ont envie d'avoir une maison qui est balinaise. Et donc automatiquement on se retrouve avec une architecture qui correspond pas, ça peut pas forcément bien fonctionner. Donc il faut quand même privilégier le respect de l'architecture balinaise. Et comme j'ai dit, l'architecture balinaise, ce sont des bâtiments séparés. C'est un bâtiment de vie et les chambres qui sont des bâtiments séparés. C'est la caractéristique principale balinaise. Après, il ne faut pas tomber non plus dans les extrêmes. Il y a des gens qui adorent le joglo, par exemple, qui est le bâtiment en bois principal, mais le joglo n'est pas baliné. Le joglo, lui, il vient de l'île de Java. Donc en fait, c'est très joli, c'est en bois, avec des bungalows en bois séparés, mais c'est pas forcément du baliné. La maison balinaise, elle est en briques en fait, hein, avec une toiture en tuiles, mais en bâtiments séparés. Chaque bâtiment a une fonction. Un bâtiment qui est la cuisine, un bâtiment qui est la salle de bain, et un bâtiment qui est la chambre. Donc en fait, c'est comme ça qu'ils arrivent, et ça, généralement, tout est organisé autour d'un îlot central, qui est le balai, qui est un gazebo en fait, on a le terme gazebo, ou alors un sunken, on peut voir ici sur cette villa-là. Alors pour les fans de Feng Shui, c'est quelque chose qui respecte tout à fait la circulation des énergies, c'est quand même assez important, puisqu'il y a quand même un côté mystique de Bali qui est très important à respecter, et il faut que justement l'air et les énergies circulent entre les bâtiments. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux quand même essayer de respecter ce côté-là. Après, comme on a dit, en conclusion, avoir une maison traditionnelle avec un alang-alang, pourquoi pas, ça fait partie aussi des maisons traditionnelles, ou alors un toit plus moderne en bitume, mais avoir conservé ce côté jardin, équilibre entre le jardin et les bâtiments séparés, et bien entendu une piscine pour le confort. Ça, oui, là, tu as fait le tour des caractéristiques les plus intéressantes pour les différents types d'occupation. Maintenant, il faut rajouter quelque chose. Quand on achète une maison, il faut aussi penser à la revente. Si elle est beaucoup trop spécifique, eh ben, ça va toucher moins de monde potentiellement. Donc, il faut avoir ça en tête. Et on l'a constaté nous-mêmes avec de magnifiques villas très orientées sur un type
d'architecture et d'organisation de la maison qui sont faut trouver la personne qui soit en phase avec ça. Donc, c'est à noter dans vos critères de décision lors d'une acquisition. Oui, bon après, l'avantage justement d'avoir des bâtiments séparés, c'est que ce sont des maisons qui sont facilement transformables en termes de décoration. On a eu des maisons de ce type-là auparavant, elles étaient faites avec des fenêtres en bois, qui étaient généralement des fenêtres en bois de teak, avec ce qu'on appelait le whitewash, c'est-à-dire du bois un peu peint en blanc. Aujourd'hui, ça a été remplacé par de l'aluminium. Demain, ça sera peut-être remplacé par du PVC. Mais en fait, on garde le même principe de maisons à bâtiments séparés, mais qui sont modulables. Et on change l'intérieur pour s'adapter en fonction des besoins et pour réfléchir à la revente, effectivement, comme tu l'as indiqué. Vous prendrez pas de risque si vous gardez une maison de type balinaise. Vous prendrez pas de risque. Il suffira de la faire évoluer avec le temps. Oui, oui. Il y a un petit détail qu'il faudra ne pas oublier d'évoquer. On parle de maison. Maison, ça se construit. Il y a beaucoup de succès sur Bali. Stéphane disait que depuis 2023, ça construit beaucoup. Il n'y a pas que des professionnels. Il y a un phénomène d'attirance de gens qui sont pleins de bonne volonté, qui veulent construire des maisons. Mais la partie trouver un terrain, passer un accord avec un propriétaire sur quelques années et ensuite trouver un architecte et faire des plans par un bon web designer, celle-là, elle est relativement à la portée de tout le monde. Trouver des maçons et des équipes qui soient capables de construire en respectant les règles de construction, les délais, les prix annoncés, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a un certain nombre de projets qui sont à la vente sur Bali qui ne sortiront pas ou d'un point de vue pratique, qui ne sortiront même jamais, et d'autres qui seront avec de nombreuses malfaçons. Il faut en tenir compte dans vos critères de décision. Il y a aussi quelque chose à explorer, ça c'est pour certains de nos auditeurs qui seraient intéressés par cet aspect-là. Moi je pense qu'il y a réellement quelque chose à faire sur des maisons justement de type balinais qui ont été construites il y a 10 ans ou il y a 15 ans, sur lesquelles il reste peut-être que 10 ans de lise ou 12 ans ou 14 ans de lise, et qui seraient des très très bonnes candidates à la restauration et on va dire à la transformation et à la modernisation. Là il y en a beaucoup et là pareil vous pouvez faire appel à nous, on sera capable de vous aiguiller vers ce genre de biens. Alors, ce type de produit, on le constate, intéresse des gens qui n'ont pas forcément envie d'acheter une maison avec des durées de lease de 25 ans, par exemple, mais qui veulent prendre la retraite, qui savent qu'ils vont prendre une retraite sur quelques années, qui ne veulent pas changer de domicile à chaque fois qu'ils reviennent. Généralement, c'est des gens qui viennent passer 4 à 6 mois par an sur Bali et qui veulent avoir leur petit environnement toujours identique. Alors, si on récapitule les points clés, nous avons fait un distinguo entre la maison pour investir et la maison pour habiter. Il faut que vous trouviez votre type de maison qui va correspondre donc à votre style de vie des prochaines années. Et ensuite, si vous avez un achat à réaliser, n'hésitez pas à nous contacter. Stéphane connaît totalement l'adéquation entre le type de villa, les zones géographiques et les besoins de nos clients. Puis ça tombe bien, en ce moment, j'ai du 3 chambres et du 4 chambres en style balinais et moderne, donc cuisine avec salle de bain fermée, climatisation et bons matériaux pour l'entretien. J'en ai en 3 chambres 4 qui sont disponibles et j'en ai en 4 chambres 2 qui sont disponibles. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour venir visiter et faire votre achat. Le moment est court à Bali, hein, ça va vite, puisque là on est en juin 2025. On se revoit bientôt pour le prochain podcast, on abordera un autre sujet. Donc la prochaine fois, on vous parle de quoi? On vous parle des zones sur lesquelles il faut investir? La prochaine fois, on vous parle des zones sur lesquelles il faut investir. Allez, on se revoit à la prochaine fois alors. À bientôt! À bientôt, bye bye!